À chaque fête, mes parents trouvaient une nouvelle excuse pour me laisser à la maison afin de gâter ma sœur à la place. La dernière fois qu'ils l'ont fait, j'ai fait mes valises, j'ai traversé le pays et je ne leur ai jamais dit où j'allais. 7 ans plus tard. Je m'appelle Marc. J'ai 29 ans. Je vis à Nantes, ce genre de détail qui n'a d'importance que parce que personne dans ma famille n'aurait jamais deviné que je finirais ici. Ils m'imaginaient probablement dans un appartement à Lyon, toujours à distance de route de la maison, toujours disponible quand ils se souvenaient que j'existais. Laissez-moi revenir en arrière. En grandissant à Dijon, en Bourgogne, j'étais ce que mes parents appelaient le facile. Ma sœur cadette Chloé était une gymnaste de compétition dès l'âge de 6 ans et cela est devenu le système d'exploitation de toute la famille. Les week-ends étaient des compétitions, les étés des camps d'entraînement. Les conversations du dîner portaient sur la routine de poutre de Chloé ou sur le nouveau coach de Chloé ou sur les périostites de Chloé. Je ne dis pas cela pour paraître amer parce que je ne l'étais vraiment pas. Du moins pas au début. J'aimais être discret. J'avais mes propres trucs. Je lisais beaucoup. J'ai appris à coder au collège. Je maintenais mes notes sans que personne ne me le demande. Je pensais que c'était juste comme ça que les familles fonctionnaient. Certains enfants ont besoin de plus d'attention et les autres enfants comprennent. Le problème, c'est que cette compréhension est devenue mon travail permanent. Cela a commencé petit. Les fêtes d'anniversaire étaient reportées parce que Chloé avait une compétition ce week-end-là. Bien. J'avais 11 ans. Je pouvais gérer ça. Les vacances en famille à la Baule ont été raccourcies de 2 jours parce que l'entraîneur de Chloé a ajouté des entraînements supplémentaires. Bien sûr, peu importe. Noël chez grand-mère, j'ai voyagé avec mon oncle parce qu'il n'y avait pas de place dans la voiture avec tout l'équipement de Chloé. Je veux dire, logistiquement, ça avait du sens, n'est-ce pas? Mais ensuite Chloé a arrêté la gymnastique à 16 ans et rien n'a changé. C'est la partie qui m'a perturbé. Je me suis dit pendant des années que le déséquilibre était situationnel. Chloé avait cette activité exigeante et une fois que ce serait fini, les choses s'équilibreraient. Mais ce ne fut pas le cas. L'attraction gravitationnelle s'est juste déplacée vers la situation actuelle de Chloé, son premier petit ami, ses demandes d'admission à l'université, ses drames de colocataire, ses changements de majeur 3 fois, chaque fête, chaque réunion de famille. Il y avait toujours une raison pour laquelle les choses devaient tourner autour d'elle. Et il y avait toujours une raison pour laquelle je pouvais être flexible. Thanksgiving, ma première année de fac, maman a appelé et a dit que Chloé avait du mal à s'adapter, alors ils allaient faire un petit dîner, juste 3. Tu comprends, n'est-ce pas? J'ai compris. Noël de la même année, Chloé a ramené son petit ami et ils avaient besoin de la chambre d'amis. Alors, pouvais-je dormir sur le canapé? Je pouvais. Les vacances de printemps, ils ont prévu un voyage à Biarritz et ne m'en ont parlé que lorsque Chloé a posté des photos sur Instagram. Quand j'ai demandé, maman a dit, « Oh, chérie, nous n'avions que 3 billets d'avion. » Chloé avait besoin de s'évader. Tu vois le schéma? Je l'ai vu aussi. Finalement, ce qui m'a brisé, c'est le réveillon quand j'avais 22 ans. J'avais conduit 4 heures depuis Lyon où je travaillais mon premier vrai emploi après l'obtention de mon diplôme. J'avais demandé mon temps libre 2 mois à l'avance. J'avais dit à ma mère que je venais. Elle avait dit super. Elle préparait sa farce au pain de maïs. Le tout. Je suis arrivé sur l'allée à 14 heures et la porte d'entrée était verrouillée. Rien d'inhabituel en soi, mais quand j'ai essayé ma clé, elle ne fonctionnait pas. Ils avaient changé les serrures pendant l'été et personne n'avait pensé à me le mentionner. Ni à me donner une nouvelle clé. Je suis resté sur ce porche pendant environ 3 minutes, me sentant idiot, puis mon téléphone a vibré. C'était un SMS de ma mère. Salut chérie. Le petit ami de Chloé, Thomas, nous rejoint cette année et elle est très anxieuse à propos de l'espace. Nous ne voulions pas rendre les choses gênantes. Papa et moi en avons parlé et nous avons pensé que ce serait plus facile si tu ne venais pas cette fois-ci. Je t'ai préparé une assiette, cependant. Elle est près de la porte. J'ai regardé. Il y avait une boîte Tupperware posée sur le paillasson. Il y avait une note autocollante dessus qui disait « Joyeux réveillon, M » avec un petit smiley. Je suis resté là à regarder ce Tupperware pendant longtemps. Je pouvais les entendre rire à l'intérieur. Je pouvais sentir la farce au pain de maïs à travers la fenêtre. J'ai pris le récipient,
suis allé à ma voiture et j'ai conduit 4 heures pour retourner à Lyon. Je n'ai pas mangé la nourriture. J'ai gardé le Tupperware, cependant. Je l'ai toujours. C'était il y a 7 ans. Voici ce que j'ai fait ensuite. Et je dois vous faire comprendre que ce n'était pas impulsif. Je n'ai pas quitté ma famille avec rage. J'ai juste cessé de participer en silence. Je n'ai pas renouvelé mon bail d'appartement. J'ai fait suivre mon courrier à une boîte postale. J'ai changé de numéro de téléphone. Je travaillais déjà à distance pour une entreprise technologique basée à Paris, donc mon emploi est venu avec moi. J'ai choisi Nantes parce que c'était abordable, parce que c'était beau, et parce que absolument personne que je connaissais n'y avait de lien. Je n'ai pas laissé de mots. Je n'ai pas envoyé de SMS. Je ne les ai pas bloqués tout de suite. En fait, j'ai juste arrêté de répondre. Après quelques semaines, j'ai bloqué leurs numéros, puis leurs réseaux sociaux, puis leurs emails. J'en ai parlé à 2 amis de fac. C'est tout. Pendant 7 ans, j'ai vécu dans cette ville. J'ai acheté une maison il y a 3 ans, une petite maison de 3 chambres près des collines. J'ai été promu 2 fois. J'ai commencé à sortir avec une femme nommée Sophie qui enseigne en CE2 et a le genre de rire qui fait sourire les étrangers. Nous sommes ensemble depuis 3 ans. J'ai une vie ici que j'ai construite à partir de rien, et elle est à moi, et elle est bonne. Ma famille a essayé de me retrouver. Je le sais parce qu'un de mes amis de fac m'a dit que ma mère l'avait appelé pour lui demander si elle savait où j'étais. C'était peut-être 1 an après mon départ. Puis mon père s'est apparemment rendu à mon ancien appartement à Lyon et a découvert que j'avais déménagé. Après environ 2 ans, les tentatives ont cessé. S'ils ont abandonné ou s'ils ont simplement été distraits par ce que Chloé avait en cours, je ne sais pas. Je pensais que ce chapitre était clos. Mardi dernier, mon manager m'a transmis la liste d'intégration des nouvelles recrues. Mon entreprise venait d'acquérir une plus petite entreprise de logiciels et nous allions intégrer environ 40 nouveaux employés au cours des prochaines semaines. Je suis ingénieur senior au sein de l'équipe plateforme, j'ai donc été chargé de diriger l'intégration technique d'un groupe de 12 personnes. J'ai ouvert la feuille de calcul, j'ai fait défiler les noms, et tout mon corps est devenu froid. Chloé Dubois, analyste d'assurance qualité logicielle. Déménageant de Dijon, Bourgogne à Nantes. Date de début dans 2 semaines à partir de lundi. Je l'ai lu 4 fois. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable, je suis allé à la cuisine et je suis resté là pendant environ 5 minutes sans rien faire. Elle venait ici, dans ma ville, dans mon entreprise, et j'allais être celui qui allait la former. Je veux être honnête avec vous, mon premier instinct a été de fuir. Pas littéralement, mais le processus de pensée a commencé immédiatement. Je pouvais demander à être retiré de l'équipe d'intégration. Je pouvais être transféré dans un autre département. Je pouvais trouver un autre emploi entièrement. 7 ans à construire une vie. Et la première suggestion de mon cerveau a été de tout brûler à nouveau juste pour éviter d'être dans la même pièce que ma sœur. Cela m'a fait plus peur que de voir son nom sur la liste. Sophie est rentrée vers 16h30 cet après-midi-là. Elle enseigne dans une école à environ 10 minutes de chez nous et elle franchit généralement la porte en parlant déjà de la chose ridicule que l'un de ses élèves a dite ce jour-là. Cette fois, elle m'a trouvé assis sur le canapé, tenant un ordinateur portable ouvert et fixant le mur. D'accord, dit-elle, posant lentement son sac. Ce n'est pas un visage normal. Ma sœur commence dans mon entreprise dans 2 semaines. Sophie connaissait ma famille. Elle connaissait les grandes lignes, le favoritisme, les années où j'avais été mis de côté, le fait que j'avais coupé les ponts et déménagé à travers le pays. Mais j'avais toujours gardé les détails vagues. J'avais dit des choses comme « c'est juste arrivé à un point où je devais partir ». Et elle avait respecté cela, sans jamais insister. C'était une des choses que j'aimais chez elle, honnêtement. Elle me faisait confiance pour partager quand j'étais prêt. Assis sur ce canapé, j'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment été prêt jusqu'à ce que quelqu'un me force la main. Je dois te dire quelque chose, dis-je à propos de la raison pour laquelle j'étais réellement parti. Alors, je lui ai tout raconté. Non seulement le SMS de Thanksgiving, mais les années qui ont précédé, les anniversaires reportés, les vacances auxquelles je n'étais pas invité, le Noël où j'ai dormi sur le canapé pour que le petit ami de Chloé puisse avoir la chambre d'amis. La façon dont ma mère le présentait toujours comme une décision pratique, jamais émotionnelle. Tu comprends, n'est-ce pas? Cette phrase encore et encore. Tu comprends?
Tu es le facile. Tu n'as pas besoin d'autant. Et puis je lui ai parlé du Tupperware. Sophie n'a rien dit pendant longtemps. Elle s'est assise à côté de moi et elle était silencieuse d'une manière qui semblait intentionnelle, comme si elle absorbait. Puis elle a dit, la note autocollante avait un smiley. Oui. Ils ont mis un smiley dessus. Oui. Elle a pressé sa main contre sa bouche et a fermé les yeux. Et je pouvais voir qu'elle essayait très fort de ne pas pleurer, ce qui a failli me faire craquer parce que je n'avais pas pleuré à ce sujet depuis des années. D'accord, dit-elle après une minute. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? C'était la question. J'avais envisagé des scénarios depuis que j'avais vu la liste. Voici mes options telles que je les voyais. Option 1, me récuser de l'équipe d'intégration. Je pouvais aller voir mon manager, expliquer que j'avais un lien personnel avec l'une des nouvelles recrues et demander à être réaffecté. C'était la solution la plus propre, mais cela soulèverait des questions. Mon manager voudrait connaître la nature du lien. Les RH pourraient être impliqués, et l'équipe d'intégration était petite, donc me retirer serait remarqué. Option 2, démissionner. Dramatique, inutile, et exactement le genre de comportement d'évitement que mon thérapeute, que j'ai consulté pendant environ 2 ans après avoir déménagé à Nantes, aurait appelé un schéma de fuite. Hors de question. Option 3, faire mon travail, me présenter, diriger l'intégration, être professionnel. Si Chloé me reconnaissait, gérer ça à ce moment-là. Si elle ne le faisait pas, eh bien, cela me dirait quelque chose aussi. J'ai choisi l'option 3. Les 2 semaines suivantes furent étranges. Je continuais à travailler normalement, mais il y avait ce léger bourdonnement d'anxiété sous tout. Je me surprenais à répéter des conversations dans ma tête. Que dirais-je? Que dirait-elle? Me reconnaîtrait elle-même? J'avais beaucoup changé en 7 ans. J'avais pris de l'épaisseur, laissé pousser une barbe, commencé à m'habiller comme quelqu'un qui se souciait réellement de ce qu'il portait. La dernière fois que Chloé m'a vu, j'étais un jeune homme de 22 ans en short cargo conduisant une Clio de 12 ans. Sophie était incroyable à travers tout ça. Elle n'a pas essayé de réparer quoi que ce soit ou de me dire quoi faire. Elle a juste continué à poser les bonnes questions. Quel résultat te rendrait bien? Celle-ci m'est restée. Pas quel résultat serait le meilleur ou quel résultat serait juste, mais qu'est-ce qui me ferait me sentir bien? J'y ai pensé pendant des jours. La réponse était, je veux gérer cela comme la personne que je suis maintenant, pas la personne que j'étais quand je suis parti. Lundi matin est arrivé. J'ai mis une chemise boutonnée, versé mon café, conduit au bureau. Les nouvelles recrues se rassemblaient dans la grande salle de conférence au 2e étage pour l'orientation. Ma partie de l'intégration ne commençait pas avant l'après-midi, mais je m'étais porté volontaire pour aider à la session d'accueil du matin car apparemment j'avais décidé de régler ça au plus vite. J'étais près du projecteur, tripotant le câble HDMI quand le groupe a commencé à entrer. J'ai d'abord gardé la tête baissée, sans me cacher, juste concentré sur la configuration technique. J'ai entendu des conversations, des présentations, des chaises qui raclaient, des trucs normaux de nouveaux employés. Puis j'ai entendu son rire. Je l'aurais reconnu n'importe où. C'est cette chose brillante et ascendante, presque musicale. Chloé a toujours ri comme si elle jouait pour un public, même quand la blague n'était pas si drôle. Je trouvais ça charmant quand j'étais enfant. Plus tard, cela sonnait juste calculé, comme si elle avait compris que les gens l'aimaient davantage quand elle riait de cette façon. J'ai levé les yeux. Elle se tenait à environ 5 mètres, discutant avec une autre nouvelle recrue, tenant une tasse de café à 2 mains. Ses cheveux étaient plus courts que dans mon souvenir, coupés aux épaules, et elle portait l'un de ces blazers smart casual qui dit « Je prends ça au sérieux, mais je suis aussi accessible ». Elle avait l'air bien, adulte. Elle avait l'air d'une adulte, ce qui était stupide à penser parce qu'elle avait 27 ans, mais dans ma mémoire, elle avait en permanence 20 ans et était inconsciente. Je me suis retourné vers le projecteur, j'ai connecté le câble, testé les diapositives. Mes mains étaient stables. Je me sentais étrangement calme. En fait, comme ce silence juste avant de sauter dans l'eau froide quand votre corps s'est déjà engagé, même si votre cerveau n'a pas encore rattrapé. La responsable de l'orientation a demandé à tout le monde de s'asseoir. Je me suis déplacé sur le côté de la pièce, appuyé contre le mur, les bras croisés. Posture standard pour le personnel senior qui était là pour observer et répondre aux questions. Chloé s'est assise au 2e rang.
Elle regardait son téléphone, faisant défiler, souriant à moitié à quelque chose. Puis la responsable de l'orientation a commencé à présenter les chefs de département présents dans la salle. Et voici Marc Dubois, ingénieur senior au sein de notre équipe plateforme. Marc va diriger vos sessions d'intégration technique à partir de cet après-midi, vous le verrez donc beaucoup. La tête de Chloé s'est levée. Pas vite, pas de manière dramatique, juste un lent levé confus comme si elle avait entendu quelque chose qui ne convenait pas. Ses yeux m'ont trouvé. J'ai regardé cela se produire par étapes. Confusion, reconnaissance, puis quelque chose à quoi je ne m'attendais pas, qui était la peur. Pas la peur de la surprise. Le genre où votre visage devient complètement vide parce que votre cerveau refuse de traiter ce qu'il voit. J'ai fait un petit signe de la main à la pièce, au plaisir de travailler avec vous tous. Chloé n'a pas répondu à mon salut. Elle n'a pas bougé. Elle est restée assise avec sa tasse de café figée à mi-chemin de sa bouche, me regardant comme si j'étais sorti d'un mur. L'orientation a continué. Je suis resté contre le mur. Chloé est restée à sa place. Aucun de nous n'a dit un mot, mais je pouvais voir ses mains trembler. Elle m'a intercepté dans le couloir pendant la pause déjeuner. Je me dirigeais vers la salle de pause, et elle est sortie d'une porte comme si elle m'attendait, ce qu'elle avait probablement fait. Son visage faisait cette chose qu'il faisait toujours quand elle voulait quelque chose. Cet arrangement minutieux de vulnérabilité qui était censé vous donner envie de la protéger. Je l'avais vu 1000 fois en grandissant. Dirigée vers papa, vers les professeurs, vers les entraîneurs, vers les petits amis. Jamais vers moi, en fait. Je n'avais jamais été assez important pour qu'elle me joue la comédie. Marc. Sa voix a craqué. Oh mon Dieu. Marc. Salut, Chloé. Tu es. Qu'est-ce que tu? Tu es ici. Depuis 7 ans. Plus ou moins. Elle a fait un pas en avant comme si elle allait me serrer dans ses bras et j'ai fait un petit pas en arrière. Pas agressif, juste assez. Elle s'est arrêtée. Marc, nous te cherchions. Maman et papa, ils étaient. Nous ne savions pas où tu étais allé. Nous pensions que quelque chose t'était arrivé. Je vais bien. J'ai toujours été bien. Tu as juste disparu. Tu comprends à quel point nous étions effrayés. Je l'ai regardé un instant. Je voulais demander combien de temps cette peur avait duré. 1 mois, 6 mois. À quel moment la peur est-elle devenue un inconvénient, puis plus rien? Mais c'était le travail. Nous étions dans un couloir avec des lumières fluorescentes et des affiches de motivation et il y avait des gens à 6 mètres mangeant des restes de pâtes. Ce n'est pas vraiment l'endroit pour cette conversation, dis-je. Alors quand? Où? Marc, tu es mon frère. Et en ce moment, je suis ton responsable d'intégration. La session technique commence à 13h30. Salle de conférence B. Je suis passé devant elle. Elle n'a pas suivi. Voici où je dois être honnête avec moi-même et avec vous. Cela m'a fait horriblement mal. Non pas parce que j'étais cruel, car je ne pense pas l'avoir été, mais parce qu'il y avait une version de moi qui voulait craquer dans ce couloir et tout lui dire et pleurer et la faire s'excuser et le penser. Cette version de moi avait peut-être 14 ans et croyait toujours que s'il expliquait les choses assez clairement, sa famille comprendrait. Je n'ai plus 14 ans, et expliquer n'avait jamais marché. L'intégration de l'après-midi s'est bien passée. J'ai dirigé la session, guidé les nouvelles recrues à travers l'architecture de notre base de code, répondu aux questions, maintenu le rythme. Chloé est restée au fond et n'a posé aucune question. Elle m'a regardé tout le temps avec cette expression que je ne pouvais pas tout à fait décoder. Ce n'était pas de la colère. C'était peut-être de la stupéfaction, ce qui semble arrogant, mais je pense qu'elle me voyait d'une manière qu'elle n'avait jamais pris la peine de faire auparavant. J'étais compétent. J'étais respecté. Les gens dans cette salle me déféraient. Je ne pense pas qu'elle m'ait jamais considéré comme quelqu'un d'important dans une pièce. Après la session, je suis rentré chez moi et j'ai tout raconté à Sophie. Elle a écouté, puis a posé sa question parfaite à nouveau. Quel résultat te rendrait bien? Je veux faire mon travail et ne pas laisser ma famille faire exploser ma vie à nouveau. Penses-tu que Chloé va appeler tes parents? Je n'avais même pas envisagé la possibilité qu'elle ne le ferait pas. 2 jours plus tard, j'ai commencé à recevoir des appels d'un numéro que je n'avais pas enregistré mais que je reconnaissais dans le journal d'appels récent. Code régional de Dijon.
Ils arrivaient par grappes. 3 ou 4 en une heure, puis rien pendant un moment, puis une autre rafale. Je n'ai pas répondu. Pas de messages vocaux au début, ce qui me disait que c'était probablement papa. Maman aurait laissé un message immédiatement, quelque chose de long et d'émotionnel et stratégiquement conçu pour me faire rappeler. Papa continuerait simplement à recomposer parce que, dans son esprit, la persistance était la même chose que l'effort. Le 3e jour, un message vocal est enfin arrivé. C'était de maman. Marc, bébé, c'est ta mère. Chloé nous a dit où tu es. Nous sommes tellement soulagés. Nous nous sommes inquiétés pour toi pendant tant d'années. S'il te plaît, rappelle-nous. Nous voulons juste entendre ta voix. Nous t'aimons tellement. Je l'ai écouté une fois, puis je l'ai supprimé. Au travail, je suis resté strictement professionnel avec Chloé. J'ai répondu à ses questions techniques de la même manière que je répondais à celles de tout le monde. Quand elle s'attardait après les sessions, je trouvais des raisons d'être ailleurs. Ce n'était pas difficile. Je suis un ingénieur senior avec de réelles responsabilités. Je n'avais pas besoin de fabriquer des excuses. Mais Chloé a commencé à faire quelque chose que je n'avais pas anticipé. Elle a commencé à en parler aux gens, pas à tout le monde, pas fort, mais de cette manière où l'information se propage dans un bureau comme la météo. Un commentaire ici, une mention désinvolte là. En une semaine, on avait l'impression que la moitié du bureau était au courant. Les gens me regardaient, moi et Chloé, pendant les réunions. Quelqu'un du marketing m'a demandé si nous prévoyions une réunion de famille. Un développeur a fait une blague sur le népotisme que j'ai étouffé car, quels que soient mes sentiments personnels, ce genre de choses était non professionnel. Chloé, quant à elle, s'appuyait sur le récit. J'ai appris d'un collègue qu'elle avait décrit notre situation aux gens comme une coïncidence émouvante, comme si l'univers nous avait réunis. Elle se présentait comme la sœur dévouée qui avait enfin retrouvé son frère perdu. Je veux que vous y pensiez un instant. Elle faisait partie d'une famille qui avait laissé un Tupperware sur le porche au lieu de me laisser entrer pour le réveillon. Et maintenant, elle racontait à des étrangers que me retrouver était un miracle. Les appels téléphoniques de Dijon continuaient d'arriver. Je continuais à ne pas répondre. Sophie et moi en parlions la plupart des soirs et elle a dit quelque chose un soir qui m'a marqué. Ils vont se pointer. Tu le sais, n'est-ce pas? Les gens qui se sentent en droit d'accéder ne s'arrêtent pas aux appels téléphoniques. Elle avait raison. Je savais qu'elle avait raison. Je n'avais juste pas pensé que cela arriverait si vite. C'était un jeudi. J'avais eu une longue journée. Le genre où l'on enchaîne les réunions et qu'à 17h, le cerveau semble avoir été passé au micro-ondes. Sophie et moi avions prévu de faire des tacos et de regarder quelque chose de stupide à la télé. Soirée normale. Bonne soirée. Je suis rentré chez moi à 17h15 et il y avait une voiture que je ne reconnaissais pas garée dans la rue devant ma maison. Une Hyundai grise avec des plaques de Dijon. Je suis resté dans mon camion un instant, moteur toujours en marche, et j'ai regardé 2 silhouettes bouger sur les sièges avant. Mes parents sont sortis de la voiture. Papa avait l'air plus vieux. Ses cheveux étaient devenus entièrement gris, et il avait perdu du poids d'une manière qui faisait mal tomber ses vêtements. Maman avait presque le même aspect, ce qui était en quelque sorte pire. Le même cardigan qu'elle avait porté toute ma vie, sa bourse serrée contre sa poitrine comme un bouclier. J'ai coupé le moteur et je suis sorti. Marc. Maman a fait un pas en avant. Oh, Dieu merci. Comment avez-vous eu cette adresse? Chloé t'a cherché dans l'annuaire de l'entreprise. Elle essayait d'aider. Bien sûr, elle aidait. Vous ne pouvez pas être ici, dis-je. Je ne vous ai pas invité. Je ne vous ai pas donné mon adresse. Marc, nous sommes tes parents. La voix de papa était plus grave que dans mon souvenir. Nous étions morts d'inquiétude. 7 ans. J'étais en vie, je vivais ma vie. Celle que j'ai construite après que vous ayez clairement fait comprendre que je ne faisais pas partie de la vôtre. Ce n'est pas juste, dit maman. Et sa voix avait ce tremblement. Celui qui me faisait céder à chaque fois. Nous n'avons jamais dit que tu ne faisais pas partie de cette famille. Tu n'as pas eu besoin de le dire, maman. Tu as juste eu besoin de continuer à me le montrer. Pouvons-nous s'il vous plaît entrer? Demanda-t-elle. Pouvons-nous juste nous asseoir et parler? La porte d'entrée s'est ouverte derrière moi. Sophie est sortie sur le porche.
Tout va bien ici? Demanda-t-elle. Calme et décontracté, mais je pouvais sentir l'acier en dessous. Mes parents l'ont regardé, puis moi. C'est Sophie, dis-je. Ma petite amie. Elle vit ici. Le visage de maman a traversé environ 4 expressions. Tu as une petite amie? Une maison? Marc, pourquoi n'as-tu pas? Nous aurions pu. Aurions pu quoi, maman? Elle n'a pas terminé la phrase. Sophie a descendu les marches et s'est tenue à côté de moi. Elle n'a pas fait de démonstration. Elle était juste présente. Il se fait tard, dit Sophie à mes parents. Si Marc veut avoir une conversation avec vous, il vous fera savoir quand et où. Mais ce soir, ce n'est pas le cas. Le visage de papa s'est renfrogné. Avec tout le respect que je vous dois, c'est une affaire de famille. Alors Marc la gérera en famille. Mais vous êtes sur notre allée sans invitation. Alors ce soir, je la gère en tant que propriétaire. J'ai regardé Sophie. J'ai regardé mes parents. Elle a raison, dis-je. Vous devez partir. Si je veux parler, je vous contacterai. Maman a commencé à pleurer. Papa a mis sa main sur son dos et l'a dirigé vers la voiture. Il ne m'a pas regardé en lui ouvrant la porte. Avant de monter de son côté, il s'est retourné. Nous sommes à l'hôtel Campanile, rue de l'Aigle. Chambre 214. Au cas où tu changerais d'avis. Ils sont partis en voiture. Je suis resté sur mon allée longtemps après que les feux arrière aient disparu. Sophie a attendu à côté de moi. Des tacos, dit-elle finalement. Oui, dis-je. Des tacos. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Sophie s'est endormie vers 23h et je suis resté là à faire la même boucle. Le regard sur le visage de maman, la voix de papa. La façon dont ils ont regardé ma maison comme s'ils voyaient la preuve de mon existence et ne pouvaient pas le comprendre. La partie qui m'inquiétait n'était pas la culpabilité. C'était son absence. J'avais vu ma mère pleurer sur mon allée, et ma principale émotion était l'agacement. J'étais devenu si bon à ne pas avoir besoin d'eux que leur douleur ne m'a pas brisé comme elle aurait probablement dû. Vers 6h, je me suis levé et j'ai fait du café. Sophie m'a trouvé à la table de la cuisine 1 heure plus tard. Tu vas leur parler, dit-elle. Pas une question. Je pense que je dois le faire. Pas pour eux. Pour moi. Si je ne dis pas ce que j'ai besoin de dire, ils vont continuer à se montrer. Ils en feront une campagne. Tu veux que je vienne? Non, mais merci. J'ai conduit jusqu'à l'hôtel Campanile, chambre 214. J'ai frappé. Maman a ouvert la porte en environ 3 secondes, ce qui m'a dit qu'elle était restée assise à attendre. Elle était toujours dans ses vêtements de la veille. Papa était au petit bureau près de la fenêtre, tenant une tasse de café en polystyrène. 2 valises ouvertes, mais à peine déballées. Marc. Maman a tendu la main vers moi. Je suis entré, mais je ne l'ai pas laissé me serrer dans ses bras. J'ai tiré la chaise de bureau au milieu de la pièce et je me suis assis. Maman s'est perchée sur le bord du lit. Papa est resté où il était. D'accord, dis-je. Parlons, mais j'ai besoin que vous écoutiez vraiment parce que je ne vais dire ça qu'une seule fois. Nous écoutons, dit maman. Non, vous attendez une pause pour pouvoir dire ce que vous avez à dire. C'est différent. J'ai besoin que vous m'entendiez réellement. Papa a posé son café. Vas-y, mon fils. J'ai pris une inspiration. Je ne suis pas parti à cause d'une seule chose. Je suis parti à cause d'un schéma. Toute mon enfance et ensuite jusqu'à l'âge adulte, tout dans notre famille était organisé autour de Chloé. Son emploi du temps, ses sentiments, ses besoins. Et chaque fois que mon existence entrait en conflit avec la sienne, c'est moi qui étais déplacé. À chaque fois, sans exception, et la façon dont vous le faisiez, la chose qui le rendait si efficace, c'est que vous ne le présentiez jamais comme un choix. C'était toujours pratique, toujours logique. Il n'y avait que 3 billets d'avion. Il n'y avait pas assez de place. Chloé traversait quelque chose. Vous le faisiez paraître si raisonnable que je me sentais fou d'en être blessé. Les yeux de maman étaient déjà humides. Marc, ce n'est pas comme ça que nous. Je vous ai demandé d'écouter. Elle a pincé les lèvres et a hoché la tête. J'ai passé des années à croire que j'étais le problème.
Que j'étais trop sensible. Que je faisais une montagne de rien. Et puis j'ai conduit 4 heures pour rentrer à la maison pour le réveillon et vous avez changé les serrures et m'avez laissé une assiette sur le porche. Silence. Vous vous en souvenez? Demandai-je. Plus de silence. J'ai observé leur visage. Les sourcils de maman se sont froncés et je pouvais la voir faire défiler des années de réveillon, essayant de localiser celui-là en particulier. Papa regardait le sol. Le Tupperware, dis-je. Vous vous souvenez du Tupperware? Maman a secoué lentement la tête, non pas pour le nier, juste pour ne pas s'en souvenir, ce qui était presque pire. Tu m'as envoyé un SMS pendant que j'étais sur le porche. Tu as dit que le petit ami de Chloé venait et qu'il n'y avait pas assez de place. Tu as dit que tu m'avais préparé une assiette. Il y avait une boîte Tupperware sur le paillasson avec une note autocollante qui disait « Joyeux réveillon », M avec un smiley. Je pouvais vous entendre à l'intérieur. Je pouvais sentir la farce. Maman a couvert son visage de ses mains. J'ai conduit 4 heures seul pour rentrer à la maison pour le réveillon et ce Tupperware a été la dernière chose que vous m'ayez jamais donnée. La voix de papa est sortie rauque. C'était une fois, Marc. Non, papa. C'était à chaque fois. C'était juste la première fois que vous le mettiez dans un récipient où je pouvais le tenir et le regarder et savoir exactement ce que c'était. Vous avez préparé un dîner complet de réveillon à votre fille et vous avez préparé un doggy bag à votre fils et vous y avez mis un smiley. La pièce était très calme. J'entendais la machine à glaçons bourdonner dans le couloir. Je ne suis pas parti pour vous blesser, ai-je continué. Je suis parti parce que j'ai finalement compris que l'espace que vous continuiez à dégager autour de Chloé était permanent. Cela n'allait pas changer et je ne pouvais pas continuer à attendre sur le porche que quelqu'un ouvre la porte. Maman pleurait vraiment maintenant, le genre où l'on ne peut pas parler. Papa serrait le bord du bureau des 2 mains et ses jointures étaient blanches. J'ai construit une belle vie ici. J'ai une maison, une carrière, une femme que j'aime, des gens qui me traitent comme si je comptais. Je n'ai pas construit ça pour vous punir. Je l'ai construit parce que j'avais besoin de savoir ce que ça faisait d'être le premier choix de quelqu'un, ou du moins de ne pas être le dernier de quelqu'un. Papa a levé les yeux. Ses yeux étaient rouges. Que veux-tu que nous fassions? Demanda-t-il. Je veux que vous rentriez chez vous. Je veux que vous réfléchissiez à ce que j'ai dit, pas que vous y réagissiez, réfléchissez-y. Si à un moment donné vous comprenez réellement ce qui s'est passé, pas seulement si vous vous sentez mal des conséquences, alors peut-être pourrons-nous avoir une autre conversation. Et Chloé? Maman réussit à dire à travers ses larmes. Chloé et moi travaillons dans la même entreprise. Je resterai professionnelle, mais elle n'est pas ma sœur en ce moment. C'est une collègue, et elle doit respecter ça. Je me suis levé. Maman m'a tendu la main et je l'ai laissé la tenir un instant. Ses doigts étaient froids. Je t'aime, Marc. Dit-elle, je sais que ça ne règle rien, mais je t'aime. Je sais que tu m'aimes, maman. Je pense que c'est ce qui a rendu les choses si confuses. Je suis parti. J'ai conduit jusqu'au travail. Je suis resté 10 minutes sur le parking, le front contre le volant. Et puis je suis entré et j'ai fait mon travail. Ce que je ne savais pas, c'est que pendant que j'étais à l'hôtel Campanile, Chloé avait été occupée. Je l'ai découvert à 14h15 cet après-midi-là quand j'ai reçu un message des RH me demandant de venir à une réunion à 15h. L'objet disait « préoccupation sur le lieu de travail confidentiel ». J'ai su immédiatement. La coordinatrice des RH, Patricia, attendait dans une salle de conférence au 3e étage. Ordinateur portable ouvert, bloc-notes avec des notes déjà dessus. Boîte de mouchoirs sur la table. Marc, merci d'être venu. C'est informel. Personne n'a de problème. Bien sûr. Une nouvelle employée a soulevé une préoccupation concernant votre comportement pendant l'intégration. Elle dit que vous avez une relation personnelle préexistante et que cela vous fait la traiter différemment. Plus précisément, elle vous a décrit comme froid et distant. J'ai hoché la tête. Je m'étais préparé à une version de cela, bien que j'eusse espéré que cela n'arriverait pas. L'employée est ma sœur, dis-je. Chloé Dubois. J'aurais dû divulguer cette relation quand j'ai vu son nom sur la liste d'intégration, et je ne l'ai pas fait. C'est de ma faute. Je m'en excuse. Les sourcils de Patricia se sont légèrement levés.
Elle s'attendait à ce que je nie ou que je dévie. Pouvez-vous me parler de la nature de votre relation personnelle et pourquoi elle pourrait affecter la dynamique du lieu de travail? Ma sœur et moi sommes en froid depuis 7 ans. Son embauche ici est une coïncidence. J'ai choisi de rester professionnel et de la traiter comme n'importe quelle autre nouvelle recrue. Si elle interprète la distance professionnelle comme de la froideur, je comprends sa perspective, mais je ne l'ai pas traitée différemment de quiconque dans l'équipe. D'autres membres de l'équipe ont-ils observé cela? Vous êtes la bienvenue pour leur demander. Patricia a pris une note. Pour ce que ça vaut, personne d'autre n'a signalé de préoccupation concernant votre conduite. Puis-je vous demander quelque chose? Dis-je. Bien sûr. Chloé a-t-elle mentionné pourquoi nous étions en froid? Patricia a hésité. Elle a dit que c'était un malentendu familial que vous aviez exagéré. J'ai laissé cela planer dans l'air entre nous. Un malentendu familial. 7 ans, 3200 km. Un Tupperware sur un Porsche. Je voudrais demander un changement d'affectation de son parcours d'intégration, dis-je. Non pas parce que j'ai fait quelque chose de mal, mais parce que la dynamique personnelle rend clairement difficile pour elle de s'engager avec moi en tant que superviseur. Je pense que c'est mieux pour nous deux. Je pense que c'est une demande raisonnable. Je coordonnerai avec votre manager. Merci, Patricia. Je me suis levé pour partir. À la porte, je me suis retourné. Pour le compte rendu, je travaille pour cette entreprise depuis 6 ans. Je n'ai jamais eu de plainte. Je n'ai jamais eu de conflit. Mes évaluations de performance sont dans votre système. Quoi que Chloé vous ait dit à propos d'un malentendu familial, je vous encourage à considérer la possibilité que la personne qui a déménagé à 3200 km pour échapper au malentendu n'est peut-être pas celle qui l'a causé. Je suis sorti. Le couloir était vide. Je sentais mon pouls dans mes doigts. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro que je n'avais pas enregistré mais que je reconnaissais dans le journal d'appel récent. Papa. Ta mère n'a pas arrêté de pleurer depuis que tu es parti. J'espère que tu es fier de toi. Je l'ai lu une fois. Je n'ai pas répondu, mais je ne l'ai pas supprimé non plus parce que ce texte m'a dit tout ce que je devais savoir sur le fait qu'il n'avait pas écouté un seul mot de ce que j'avais dit. Les RH ont conclu leur examen 3 jours plus tard. Patricia m'a envoyé un résumé par email. Aucune constatation actionnable contre moi. Aucune preuve de traitement différentiel. Plusieurs collègues avaient confirmé que j'avais été professionnel et cohérent avec toutes les nouvelles recrues. Chloé a reçu un conseil formel sur le processus de plainte en milieu de travail de l'entreprise et a été réaffectée à un autre parcours d'intégration sous la direction d'une autre ingénieure senior nommée Béatrice, qui était parfaitement gentille et ne tolérerait pas les bêtises. On ne m'a pas dit exactement ce que le conseil comprenait, mais j'ai remarqué un changement dans le comportement de Chloé presque immédiatement. Elle a arrêté de dire aux gens que nous étions frères et sœurs. Elle a arrêté de traîner près de mon bureau. Elle a commencé à manger son déjeuner à son propre bureau au lieu de la salle de pause où je m'asseyais habituellement. Pendant environ une semaine, on a eu l'impression que la situation se résolvait d'elle-même. Puis elle m'a coincé dans le parking souterrain. Je me dirigeais vers mon camion un mercredi soir, clé en main, pensant si Sophie et moi devions essayer ce nouveau restaurant thaïlandais de la rue de la Clairière. Chloé était appuyée contre le pilier en béton à côté de ma place de parking. Elle avait l'air d'avoir pleuré. Il faut qu'on parle, dit-elle. Non pas en tant que collègue, mais en tant que frère et sœur. Je me suis arrêté à quelques pas. Chloé, j'ai été très clair sur mes limites. Je sais. Et je suis allé au RH et c'était mal et je suis désolé, mais tu ne me parles pas. Tu ne parles pas à maman et papa. Et j'ai l'impression de devenir folle à essayer de comprendre ce que j'ai fait. Ce que tu as fait? Tu as disparu, Marc. Tu t'es évanoui. Et personne ne savait où tu étais. Et maman a pleuré chaque fête pendant 2 ans. Quelle fête? Celle où tu étais invité. Ça a fait mouche. J'ai vu que ça la frappait. Elle a cligné des yeux, sa bouche s'est ouverte puis refermée. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda-t-elle. Ça veut dire, sais-tu pourquoi je suis partie, Chloé? Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit? Maman a dit que tu avais eu une sorte de crise. Que tu avais besoin d'espace et que tu reviendrais quand tu serais prêt. Une crise? Bien sûr, c'était ça l'histoire.
Pas, nous l'avons exclu jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le supporter. Mais Marc a eu une crise. Personne n'est responsable. Le problème est localisé en toute sécurité à l'intérieur du fils qui allait toujours bien, toujours facile, toujours compréhensif. Je n'ai pas eu de crise, dis-je. J'ai pris une décision. Alors pourquoi? Une partie de moi ne voulait pas lui dire parce que lui dire signifiait lui donner une autre chance de minimiser. Mais Chloé pourrait réellement ne pas savoir. Nos parents avaient contrôlé le récit de la même manière qu'ils avaient tout contrôlé en le faisant paraître raisonnable. Tu te souviens de Thanksgiving, l'année où j'avais 22 ans? Lequel? Celui où j'ai conduit 4 heures pour rentrer à la maison et que les serrures avaient été changées. Elle fronça les sourcils. Je ne. Attends. Est-ce l'année où Thomas est venu? Thomas est venu chaque année après ça. Je parle de la première fois. La fois où maman m'a envoyé un texto alors que j'étais sur le porche et m'a dit qu'il n'y avait pas de place pour moi parce que ton petit ami prenait ma place et elle a laissé le Tupperware sur le paillasson. Chloé me fixa. Ce n'est pas. Maman a dit que tu ne pouvais pas venir cette année. Maman a dit que je ne pouvais pas venir? Oui. Elle a dit que tu devais travailler. J'étais sur le porche, Chloé. J'ai conduit pendant des heures. La porte était fermée à clé. Elle m'a mis une assiette dehors comme si j'étais un chat errant. Non. Elle secoua la tête. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Et ce n'était pas la première fois. C'était juste la pire des fois. Avant ça, c'était Noël où j'ai dormi sur le canapé pour que Thomas puisse avoir la chambre d'amis. Avant ça, c'était le voyage en famille à Biarritz que j'ai découvert sur Instagram. Avant ça, c'était chaque anniversaire qui était reporté parce que tu avais quelque chose à faire. Chaque fois, il y avait un choix entre ton confort et mon existence. Ils t'ont choisi à chaque fois. Marc. Je ne leur ai pas demandé de faire ça. Je sais, mais tu n'as pas remarqué non plus. Et après un certain temps, ne pas remarquer est un choix en soi. Elle pleurait maintenant, pas ses larmes jouées. C'était laid et involontaire. Son visage se tordant d'une manière qu'elle aurait détestée si elle avait pu le voir. Je ne savais pas. Dit-elle. Je jure que je ne savais pas que tu étais là dehors. Je te crois. Et je la croyais. Chloé n'était pas l'architecte de ce qui m'était arrivé. Elle en était la bénéficiaire. Cette distinction compte, mais elle n'efface pas les dommages. Qu'est-ce que je fais? Demanda-t-elle. Comment puis-je réparer ça? Je ne sais pas si tu peux. Pas tout de suite. Peut-être jamais. J'ai passé 7 ans à construire une vie où je n'ai pas à gagner ma place à la table de qui que ce soit. Et je ne suis pas prêt à y renoncer. Pas même pour toi. Alors c'est ça. Nous sommes juste des étrangers. Nous sommes collègues pour l'instant. C'est ce que je peux offrir. Elle a essuyé son visage avec sa manche. Elle avait l'air jeune à ce moment-là, plus jeune que 27 ans. Elle ressemblait à la petite sœur que j'aidais pour ses devoirs de mathématiques quand le déséquilibre était assez petit pour être ignoré. Je suis désolée, dit-elle. Je sais que tu ne me crois probablement pas, mais je suis désolée. Je crois que tu es désolée. Je ne suis juste pas sûr de ce pourquoi tu es désolée encore. Il y a une différence entre être désolé que les choses soient douloureuses et être désolé pour les choses qui ont causé la douleur. Elle a hoché la tête et est partie. Je suis monté dans mon camion et je suis rentré chez moi. C'était il y a environ 4 mois. Voici où en sont les choses. Chloé a été transférée au bureau de Marseille de l'entreprise environ 6 semaines après cette conversation. Son dernier jour à Nantes, elle est passée à mon bureau, m'a dit au revoir et m'a demandé si elle pouvait me serrer dans ses bras. Je l'ai laissé faire. Ce fut bref et raide et ça sentait le même shampoing qu'elle utilisait depuis le lycée et ça m'a presque brisé. Nous ne nous envoyons pas de SMS. Nous ne nous appelons pas. Elle m'a envoyé une demande de connexion LinkedIn et je l'ai acceptée, ce qui me semblait être la bonne quantité de contacts pour là où nous en sommes. Mes parents sont rentrés à Dijon le lendemain de ma visite à l'hôtel. Le SMS de papa à propos de maman qui pleurait a été la dernière chose qu'il a envoyée. Pendant environ 1 mois, rien. Puis en novembre, une lettre est arrivée, du vrai papier dans une enveloppe avec un timbre. L'écriture de maman. Elle faisait 3 pages.
Je ne la partagerai pas entièrement car certaines choses doivent rester privées, même dans un post Reddit. Mais il y avait une partie dont je vais vous parler. Elle a écrit à propos du Tupperware. Elle a dit qu'après que je leur en ai parlé à l'hôtel, elle est rentrée chez elle et a fouillé les placards de la cuisine à la recherche du récipient, même si évidemment il n'était pas là parce que je l'avais pris. Elle a dit qu'elle avait trouvé l'étagère où elle gardait cet ensemble et qu'il y avait un vide là où il en manquait un et elle s'est assise sur le sol de la cuisine et a pleuré parce que le vide était là depuis 7 ans et qu'elle ne l'avait jamais remarqué. Elle a dit qu'elle était désolée. Elle avait commencé à voir un thérapeute. Papa était réticent, mais elle travaillait sur lui. Elle ne s'attendait pas à une réponse, mais elle voulait que je sache qu'elle m'avait entendu et que le Tupperware sur le porche était la pire chose qu'elle ait jamais faite en tant que mère. J'ai lu la lettre 2 fois. Je l'ai mise dans un tiroir. Je n'ai pas répondu. Je ne sais pas si je le ferai. Mon thérapeute, que j'ai recommencé à voir après tout ça, dit que cela fait de moi quelqu'un qui se place enfin en premier et que l'inconfort que je ressens est un vestige de 22 ans d'entraînement à me placer en dernier. Sophie et moi allons bien. Vraiment bien. Elle m'a dit l'autre soir qu'elle était fière de moi et je lui ai demandé pourquoi et elle a dit, pour ne pas faire semblant que ça n'a pas d'importance. Et pour ne pas faire semblant que ça en a plus que ça. Je vais épouser cette femme un jour. Le Tupperware est dans notre cuisine, sur l'étagère du haut derrière les saladiers. Je ne le regarde pas souvent, mais je sais qu'il est là. Sophie m'a demandé une fois pourquoi je le gardais, et j'ai dit que je n'étais pas sûr, mais je crois que je suis sûr maintenant. Je le garde parce que c'est une preuve. Non pas la preuve que ma famille m'a maltraité. Je n'ai pas besoin d'un récipient en plastique pour savoir cela. La preuve que j'ai survécu. La preuve que je l'ai ramassé sur un Porsche à Dijon et que je l'ai porté sur 3200 km jusqu'à une vie où une assiette sur le pas de la porte est impensable. Où la porte est toujours ouverte. Où il y a toujours de la place. Je le garde parce que ça me rappelle d'où je suis parti. Et je le garde parce qu'à chaque fois que je le vois rangé derrière les saladiers dans une cuisine que je possède, dans une maison que j'ai achetée, dans une vie que j'ai choisie, je sais exactement le chemin que j'ai parcouru.